Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Sans remettre en question, il peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Comprendre, étudier, voir, deviner le cheval, savoir le lire, l'analyser, le regarder bouger, le regarder se mouvoir, s'alimenter, travailler pour enfin trouver la solution à un problème de comportement, de santé ou de performance. Voici l'ambitieux métier de notre invité du jour, le professeur Jean-Marie Denoy. Professeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, mais aussi et surtout fondateur du très estimé CIRAL, le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines créé en 1999. Jean-Marie Denoy semble être à la pointe de sa technologie. Si vétérinaire est son métier, il nous a semblé en le rencontrant qu'il s'agissait avant tout d'une vocation devenue passion, ou peut-être d'une passion devenue vocation. Au cours de cet épisode, nous avons tenté de comprendre les enjeux d'un métier crucial en perpétuelle évolution. Nous avons parlé de bien-être du cheval, évidemment, de sa compatibilité avec la performance sportive, de l'importance de la pratique face à la théorie, des évolutions du sport, de l'élevage, des structures, mais aussi et surtout du métier de vétérinaire. Aujourd'hui, nous vous présentons le récit de Jean-Marie Denoy. Cet épisode est dense et passionnant, on espère que vous l'aimerez autant que nous. Pour enregistrer cet épisode avec le docteur Denoy, nous avons bénéficié du soutien du laboratoire Haut-de-Var. Le laboratoire Haut-de-Var est partenaire du CIRAL, oui, mais il est surtout le seul laboratoire pharmaceutique européen uniquement dédié au bien-être, à la santé et à la performance du cheval. En partenariat avec les vétérinaires, Haut-de-Var propose des solutions pour accompagner le cheval tout au long de sa vie, qu'il soit destiné à la compétition, au loisir ou même à la reproduction. Le laboratoire Haut-de-Var prône une prise en charge globale du cheval afin de prévenir les affections, d'optimiser son bien-être quel que soit son âge, mais aussi d'accompagner ses performances. C'est pour cela qu'il met à disposition des vétérinaires une gamme très complète de solutions. Parmi elles, des médicaments comme le Tildren, Equiox ou Equiflogil, mais aussi des compléments alimentaires comme Equiflex, Arthro Evo pour soutenir les articulations ou la gamme balsamique pour le confort respiratoire. La large gamme de compléments alimentaires permet de s'adapter aux besoins de chaque cheval et de participer à son confort quant à sa locomotion, sa digestion, respiration ou même sa récupération. La dernière innovation en date, Haut-de-Var, c'est le produit Equigarde Plus, un complément alimentaire qui offre une triple protection renforcée de l'estomac. Tout d'abord, une protection de la muqueuse, ensuite une réduction de l'acidité et enfin, un soutien de la flore. Il permet d'apporter au cheval tout le confort nécessaire à son bien-être et à sa performance afin de libérer son potentiel en faisant de son estomac un allié. Depuis plus de 30 ans, la rigueur et le savoir-faire du laboratoire Haut-de-Var garantit une satisfaction des vétérinaires, des propriétaires de chevaux et des professionnels, à l'instar des cavaliers, des éleveurs ou encore des entraîneurs. Haut-de-Var est aussi partenaire du CIRAL depuis de nombreuses années, notamment en soutenant les formations mises en place par le CIRAL qui permettent aux vétérinaires de continuer à se former tout au long de leur carrière sur les affections locomotrices équines. Si vous voulez en savoir plus sur l'Equigarde Plus, restez connectés, un jeu concours arrive très vite sur notre compte Instagram. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonne écoute. Bonjour Jean-Marie Denoy. Vous êtes professeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, cofondateur du CIRAL, le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines que vous avez créé en 1999, il y a 23 ans, et qui est installé en région Basse-Normandie. On dit du CIRAL qu'il est le leader mondial en pathologie locomotrice du cheval. On va parler du CIRAL, mais d'abord on va parler de vous, puisque l'idée c'est déjà de revenir sur votre parcours. Docteur Denoy, vous êtes né, vous avez grandi en Franche-Comté dans un milieu rural, agricole, où vous avez été très tôt au contact des animaux. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire
et aussi l'histoire de votre profession, car on dit souvent du métier de vétérinaire qu'il est d'abord une vocation. Est-ce que ça a été le cas pour vous et comment vous êtes devenu passionné de cheval et ensuite vétérinaire ? Bon, alors d'abord, ça n'a pas du tout été une vocation. Bon, comme vous l'avez dit, donc j'ai été bercé dans mon enfance d'un environnement rural et forestier. Mon père était exploitant forestier, donc j'ai commencé ma vie comme ça. Et je travaillais avec mon père pendant les vacances et je travaillais un peu à l'école parce que j'étais passionné de sport. J'ai joué au rugby pendant plusieurs années et c'était ma passion. J'étais plus intéressé par le sport que par les études. Mais en même temps, j'ai toujours eu une attirance pour les chevaux parce que je me souviens que je passais mon temps à faire le circuit des chevaux qui étaient au pré avec mon vélo. En Franche-Comté, ce sont des très comtois. Et donc je ne sais pas pourquoi il y avait cette attirance-là, mais ça a été effacé par ma période sportive. Et puis, je n'étais pas un très bon élève dans les petites classes. Et je me suis, d'une façon curieuse, mis à travailler et à m'intéresser aux études quand j'étais en troisième. Puis je suis devenu un très bon élève en terminale. Et alors en terminale, j'avais envisagé être prof de dessin parce que j'aime bien dessiner. Et je ne suis pas mauvais en dessin. Et je voulais être prof de gym parce que j'aimais le sport. Je voulais être prof de maths parce que j'étais bon en maths. Et puis il se trouve, curieusement, que dans ma classe de terminale, il y avait une personne, un de mes camarades, qui voulait faire vétérinaire depuis toujours. Et puis on a discuté un peu, puis je me suis dit, tiens, je pourrais aussi faire ma candidature pour une classe préparatoire. Et donc j'ai été pris en classe préparatoire. J'avais le choix entre le sport vétérinaire et des carrières différentes. Et puis j'ai choisi vétérinaire. Donc je suis venu à l'école vétérinaire de Lyon, et ça s'est passé comme ça. Et voilà, donc au départ, je voulais être rural, c'est-à-dire faire des vaches. Mais comme j'étais bon en anatomie et en dessin, parce que ça va ensemble, le dessin et l'anatomie, le prof d'anatomie qui est très connu, le professeur Robert Baronne, m'a dit « il faut que tu restes dans l'enseignement ». parce que j'avais des aptitudes pour ça. Donc je suis resté 1 an pour voir. Et puis, j'ai passé l'agrégation. Puis, en même temps, je faisais des études biomécaniques parce que le sport m'intéresse. Sur le cheval, biomécanique sur le cheval. Parce que c'est revenu un petit peu en même temps. C'est-à-dire que l'anatomie du cheval m'a passionné. Et puis, quand on était sportif, on aime bien savoir comment fonctionnent les muscles, les articulations, les tendons. Donc, j'ai commencé mes études de biomécanique. Mais c'était une période très fondamentale, c'est-à-dire de sciences fondamentales. J'ai commencé à monter à cheval très tard, quand j'étais à l'école vétérinaire, mais le fonctionnement du cheval m'a toujours intéressé. Et de ces études biomécaniques, j'ai acquis la responsabilité du service de radiologie à l'école vétérinaire de Lyon. Et j'ai commencé à faire de la radio, puis de la radio, je suis passé à la clinique, et tout s'est enchaîné. Voilà. Et alors, sur votre fiche de présentation, donc sur le site de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, on peut lire les éléments suivants et vous allez m'aider à les décrypter. Je vais tout lire d'un coup. Professeur Jean-Marie Denoy, DMV, agrégé, PhD, HDR, Assos LAECVDI, CERT ISELP, DACV SMR, DE CVSMR, président de l'ISELP, président de l'ALAPIL, fonction, professeur de l'ENVA, donc École vétérinaire d'Alfort, fondateur du CIRAL. Qu'est-ce que c'est que toutes ces certifications ? Ah oui, ça c'est des titres universitaires, c'est-à-dire qu'on commence par être docteur vétérinaire. Comme je vous ai dit, je vais passer assez vite l'agrégation d'anatomie, ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, dans la carrière universitaire française, on doit passer un PhD pour être HDR, c'est-à-dire habilité à diriger les recherches de jeunes collègues. Ça, c'est la filière française. Maintenant, à l'échelle internationale, ça fonctionne par collège. Et les collèges, c'est des collèges de spécialistes. Donc, je suis spécialiste en imagerie, c'est l'imagerie diagnostique. Et puis, après ça, un petit peu après, je me suis intéressé à la réhabilitation. Donc, j'ai passé l'examen américain le collège américain de médecine sportive, c'est ce que vous avez listé. Et puis le collège européen s'est mis en place après. J'ai été un des fondateurs du collège européen. Donc maintenant, on a un collège européen de médecine sportive. Ça, ce sont des spécialistes à l'échelle internationale.
médecine sportive et réhabilitation. Donc ça, ce sont, comme vous voyez, tous des titres universitaires, français d'une part et internationaux d'autre part. Aujourd'hui, des années de pratique et d'expérience plus tard, est-ce que vous êtes toujours aussi passionné par le cheval ? Est-ce que vous avez le sentiment de découvrir encore des choses qui viennent bouleverser vos croyances et vos pratiques vétérinaires ? Bon, est-ce que je suis toujours passionné par le cheval ? Évidemment. Ça évolue, c'est pas la même passion qu'au début, c'est une passion plus profonde maintenant. C'est-à-dire que comme j'ai la chance de quelques décennies de recul, j'ai maintenant une connaissance beaucoup plus globale, à la fois globale, précise dans le détail et synthétique, ce qui est difficile à percevoir pour un jeune véto, parce qu'il faut du temps. Dans tout ce qui a trait au cheval, même pour un entraîneur, un cavalier, il faut du temps. Et il faut passer du temps au contact des chevaux. Le problème de l'époque actuelle, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut tout apprendre sur Internet ou dans les livres ou dans les publications. Or, c'est pas vrai. Quand on travaille avec les chevaux, c'est l'imbibition quotidienne qui compte. C'est-à-dire le contact permanent à tous les niveaux. Je parle au niveau de l'entraînement, de l'élevage, et de la compétition, et en particulier de la médecine vétérinaire. Le problème des jeunes vétérinaires actuels, c'est qu'ils sont un petit peu noyés par la littérature, par les livres, par les articles scientifiques, et ils ont moins de temps à passer avec les chevaux. Or, tout ce que j'ai appris, c'est les chevaux qui me l'ont appris. C'est pas ce que j'ai lu dans des articles. Je sais qu'on va pouvoir bientôt rentrer dans le cœur de la conversation. On est venu assister à votre conférence sur la biomécanique du cheval de sport, qui était passionnante et qui va nourrir notre conversation grandement. Je sais que ça va intéresser les auditeurs, puisque vous n'avez pas de filtre. En tout cas, j'ai l'impression que vous dites vraiment les choses comme vous les pensez. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on prenne un moment pour parler du CIRAL, qui est quand même une structure de référence en France, en Europe, dans le monde, pour le traitement vétérinaire et notamment la biomécanique donc des chevaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du CIRAL, quel est son fonctionnement et aussi quelle est sa valeur ajoutée dans le paysage vétérinaire français, européen ? Oui, bien sûr. C'est une longue histoire, le CIRAL, parce que ça a commencé en 1994 par un coup de fil de la région Basse-Normandie à l'époque, qui me demandait de développer un centre en Normandie qui valorisait l'élevage et l'exploitation du cheval en Normandie. Alors évidemment, s'il s'adressait à moi, c'était pour faire un centre médical. Et à l'époque, on n'avait pas des techniques d'imagerie de pointe comme la scintigraphie, l'IRM ou l'échographie haute définition. Donc à l'époque, je travaillais à Maison-Alfort, on avait que radiographie, échographie. Donc c'était pour moi l'opportunité de développer un centre muni de toutes ces techniques de pointe pour aller plus loin dans le diagnostic des causes des troubles locomoteurs chez le cheval. Alors troubles locomoteurs, c'est les boiteries, oui, mais c'est aussi les troubles sportifs, c'est-à-dire que le cheval qui tourne mal à droite ou qui se décale à gauche en sautant, des choses comme ça. Donc c'était une opportunité formidable pour moi de mettre au point ce centre-là, d'identifier les techniques d'imagerie les plus appropriées, et puis ensuite de mettre les hommes qu'il fallait à l'intérieur, les hommes et les femmes bien sûr, qu'il fallait à l'intérieur pour faire fonctionner. Parce que je m'aperçois de plus en plus que ce qui fait la valeur d'un centre, c'est pas seulement les bâtiments, les équipements, c'est aussi ceux qui travaillent dedans, et c'est très important. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir cet ensemble cohérent pour faire du CIRAL un centre pilote, parce qu'à l'époque c'était vraiment un centre pilote, en particulier en France, il n'y avait pas d'autres centres qui avaient la scintigraphie ou l'IRM. Et ce centre pilote, il a tiré vers le haut les cliniques vétérinaires normandes, qui ont dû s'équiper parce que les clients étaient demandeurs. Sachant qu'au CIRAL, on pouvait faire tel ou tel examen, ils ont demandé aux autres confrères de faire la même chose. Et finalement, tout le monde, ça a tiré toute la médecine vétérinaire normande et nationale vers le haut. Et alors, ce développement m'a permis aussi d'avoir... de publier, de faire des conférences à l'étranger. Et c'était un des objectifs de la région normande, c'est ce que je disais, donc de valoriser la région pour faire venir des investisseurs, des éleveurs, des entraîneurs en Normandie.
Et donc de ce point de vue-là, le centre a été une réussite à tous les niveaux, hein, du point de vue de la médecine vétérinaire, du point de vue de la renommée et du rayonnement de la région. Est-ce que vous pourriez nous parler des pathologies que vous détectez et traitez au sein du CIRAL ? Est-ce que, d'après vous, ces pathologies, elles peuvent avoir un dénominateur commun ? Je m'explique. Est-ce que vous avez identifié des facteurs qui pourraient justifier qu'il y ait autant, par exemple, de cas de tendinite ou de suspenseurs, etc. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un manque d'éducation générale sur le physique et la physiologie, la biomécanique du cheval, un manque d'attention et de prudence dans la gestion de la carrière d'un cheval de sport ? Quand on élève des athlètes, hein, c'est pour faire de la performance. Pour faire de la performance, il faut de l'entraînement, et de l'entraînement intensif, hein, pour toujours courir plus vite, sauter plus haut. Donc rien que ça explique que les chevaux présentent des lésions. Alors, on a 2 grands types de lésions, effectivement. Il y a les lésions d'élevage. Hein, c'était bien connu autrefois, l'ostéochondrose, mais comme on a fait de la sélection depuis le début des années 90 en France sur les étalons notamment de sport, c'est le français et anglo-arabe, on s'aperçoit qu'on a terriblement amélioré le statut ostéo-articulaire des poulains. Et donc l'ostéochondrose est presque une maladie du passé maintenant. Hein, voilà, grâce à la sélection. Ensuite, néanmoins, ces chevaux-là, ils sont effectivement élevés pour faire de la performance. Donc ils sont soumis à des contraintes physiques. Et ces contraintes physiques vont être responsables de lésions articulaires, de lésions tendineuses. Alors, oui, il y a une évolution de la pathologie, hein, comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire qu'on a peut-être moins de pathologies articulaires et plus de pathologies de tissu mou, de type tendon. Oui, mais c'est lié au fait que, encore une fois, la sélection a amélioré le statut osseux. Et les chevaux étant améliorés, ils sont plus efficaces sur le plan sportif et se font plus de lésions tendineuses. Voilà, maintenant, dans l'explication des lésions tendineuses, alors c'est très différent selon les disciplines. Hein. On n'a pas les mêmes chez les pur-sang, chez les trotteurs, chez les chevaux de sport. Donc la discipline a une incidence, et puis les sols a une incidence. Et maintenant, comme on travaille sur des sols qui sont très réactifs, les chevaux vont plus vite et sautent plus haut qu'autrefois. Ce n'est pas seulement la sélection, l'amélioration du potentiel athlétique, mais aussi la réactivité des sols. Et ça fait qu'effectivement, on a des lésions tendineuses un peu plus fréquemment qu'avant. Il faut dire aussi qu'il y en a plus qu'avant parce qu'on les identifie mieux. C'est-à-dire qu'avant, un cheval qui boitait, c'était une ostéite de 3e phalange. Hein, on connaissait, moi, quand j'étais étudiant, on connaissait que ce diagnostic-là pour les boiteries antérieures. On connaissait les parvins pour les postérieures, l'ostéite de 3e phalange pour les antérieures. Mais maintenant que les moyens d'investigation, effectivement, on a identifié toute cette pathologie tendineuse qui était sûrement sous-diagnostiquée autrefois. Donc il y a plusieurs facteurs. Hein, l'élevage, l'exploitation, nos méthodes diagnostiques qui font que, oui, la pathologie évolue. Justement, vous venez de nous parler du fait que les diagnostics ont évolué. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'évolution du métier de vétérinaire ? Ces dernières années, on ne fait pas face donc à de nouvelles pathologies, mais sans doute parce qu'on les diagnostique plus et mieux. On fait aussi face à de nouvelles technologies. Vous avez parlé au début de la scintigraphie, etc., etc. Quel est votre point de vue, vous, sur l'évolution du métier, l'évolution des technologies qui vont avec ? Comment est-ce que vous pensez que le métier de vétérinaire va encore évoluer dans les années à venir ? Bon, c'est pareil, ça nécessiterait bien de longs débats, mais pour être très synthétique. Bon, c'est clair que le développement de nouvelles techniques fait que les jeunes ont une attirance pour ces techniques. Hein, c'est-à-dire l'IRM, le scanner par exemple, la scintigraphie. Et parce que c'est des techniques qui permettent une communication facile. Envoyer une image radio ou une image IRM à un collègue ou à l'étranger, c'est facile, par Internet maintenant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une attirance pour ces techniques, mais il y a moins... Le problème des jeunes vétérinaires actuels, c'est qu'ils sont un petit peu noyés par la littérature, par les livres, par les articles scientifiques, et ils ont moins de temps à passer avec les chevaux. Or, tout ce que j'ai appris, c'est les chevaux qui me l'ont appris. C'est pas ce que j'ai lu dans des articles. Moins d'attention et de formation, sans doute, pour l'examen clinique de base. Et ça c'est un vrai problème. Parce que
les techniques sont tellement sensibles actuellement qu'on est capable d'identifier énormément d'anomalies, mais la plupart de ces anomalies sont parfaitement subcliniques et bien tolérées. Et celui qui n'a pas fait un examen clinique approfondi, il ne va pas pouvoir discriminer celles qui ont une incidence sur la locomotion du cheval et qui sont éventuellement responsables de la boiterie, et celles qui ne le sont pas. Donc le risque actuel, et des années à venir encore pire, c'est que l'examen clinique soit chanté un petit peu dans la démarche et que on se fonde essentiellement sur des images qui ne sont pas nécessairement directement corrélées au vrai problème du cheval lorsqu'il est en exploitation. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que vous craignez parfois que justement l'évolution et l'apport des technologies dans le monde vétérinaire, même dans le monde de l'équitation en général, ça puisse freiner un peu aussi le devenir des hommes de chevaux, c'est-à-dire qu'on prend moins le temps d'observer, de comprendre, de ressentir? Oui, bien sûr, ce que je ressens à l'échelle des vétérinaires, c'est la même chose chez les cavaliers, les entraîneurs et les éleveurs. C'est-à-dire que, oui, autrefois, les éleveurs passaient du temps avec leurs chevaux, peut-être plus que maintenant. Les cavaliers, ils avaient peut-être plus une formation pragmatique de base, mais la notion d'homme ou de femme de cheval est quelque chose qui risque malheureusement de s'atténuer à l'avenir. Et là, je pense qu'une des causes, c'est les techniques de communication. La facilité de communication, c'est-à-dire que les jeunes pensent qu'on peut facilement apprendre sur Internet. Maintenant, on a des tas d'informations. Le problème pour les vétérinaires, et je pense que c'est la même chose pour les autres catégories de professionnels du cheval, c'est qu'on croule sous les informations. Et comme il y a énormément d'informations, on a moins de temps à passer avec le cheval, de s'imbiber de la connaissance de base du cheval. Alors qu'autrefois, c'était la seule façon d'apprendre, être avec les chevaux. Et je pense que ça, c'est un risque majeur, et on le ressent bien même chez les clients. C'est-à-dire la connaissance de l'hippologie de base a régressé, je pense. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez commencé à réfléchir au projet du CIRAL en 94. Il a été fondé en 99, donc oui. Si je fais le raccourci, pour moi, c'est l'époque des JO d'Atlanta, c'est l'époque d'Alexandra Lederman, c'est cette époque-là de ces cavaliers-là, Éric Navet, etc. Depuis cette génération de cavaliers, là, je vais parler du sport, peut-être que vous pourrez nous amener à faire le parallèle avec le trot, c'est un milieu qu'on connaît moins, mais depuis cette génération de cavaliers que vous côtoyez tous les jours, à la génération des cavaliers d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une lecture que vous êtes capable de faire sur l'évolution, justement? Est-ce que les cavaliers ont changé? Je me garderais bien de juger l'évolution d'une profession que je connais pour la fréquenter, mais que je ne connais pas en profondeur. Autrefois, on avait des cavaliers qui étaient éleveurs, entraîneurs et pilotes. Maintenant, on a des cavaliers qui sont que pilotes. C'est pareil dans le trot. Donc, je pense que si une personne se cantonne à piloter un cheval, il n'a pas la connaissance du cheval qu'il pilote aussi profonde que celui qui l'a élevé, entraîné et amené à la compétition. Donc, et ça, c'est une évolution qu'on a dans toutes les disciplines, et en particulier dans le trot. Dans le trot, il y a des gens qui ne font que monter sur le sulky pour être à l'aise dans un peloton. C'est un métier différent. Donc, actuellement, la filière est un petit peu compartimentée entre éleveurs, entraîneurs, utilisateurs, pilotes, après ça, vétérinaires, tous les soins derrière. Je vais peut-être faire un raccourci avec le sport de manière générale, parce qu'on a parlé de l'évolution des cavaliers, mais en fait là où on veut en venir un peu plus tard dans les questions, c'est l'évolution du sport en corrélation avec les pratiques vétérinaires. Vous avez terminé votre diapo là lors de la conférence avec une dernière image qui disait sport et bien-être c'est compatible à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ça, nous expliquer si d'après vous le sport, la performance sportive à laquelle on est confronté aujourd'hui dans le sport de très haut niveau, et encore une fois on parle de sports équestres, mais on peut faire le parallèle avec le trot, est vraiment compatible avec le bien-être des chevaux, avec le respect de leur intégrité physique? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'un cheval, s'il est bien géré
est aussi heureux à être, à être en compétition, à être choyé matin et soir. Un cheval, ça aime le contact. Ça aime le contact des autres chevaux, ça aime le contact des humains. Il est aussi heureux que d'être délaissé dans une pâture, au fond d'une pâture. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a qui pensent que, effectivement, moi je pense aussi qu'un cheval a besoin d'être dans de grands espaces au pré, et de pouvoir occasionnellement bénéficier de ce type de situation. Mais tout dépend de la gestion. Il y a des chevaux sportifs qui, ils sont certainement conditionnés à être des athlètes, à ce qu'on s'occupe d'eux matin et soir, et ils aiment ça. Et si vous les mettez en fin de carrière, brutalement dans un pré, ils végètent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans leur environnement. Donc c'est toute une question de préparation de l'état mental du cheval. Et si on s'en occupe bien, il y a des chevaux qui adorent s'entraîner et qui adorent faire de la compétition. Dans le trot, que je connais un peu mieux, il y a des chevaux qui sont moyens à l'entraînement, mais ça existe en sport aussi. Et dès qu'on les met sur une piste ou sur un terrain de concours pour les chevaux de CSO, ils sont transformés. Donc il y a des chevaux qui adorent la compétition. Donc c'est toute une question de gestion. C'est sûr que moi je considère qu'un cheval est spontanément généreux. Il a envie de faire plaisir à son utilisateur. Maintenant, la responsabilité de l'utilisateur, c'est de pouvoir détecter justement des signes à partir duquel le cheval sera moins volontaire ou moins prédisposé à faire ce qu'on entend de lui. Mais dans la mesure où cette coopération, cette complicité existe, le cheval peut être bien à tous les niveaux d'exploitation. Alors je vais continuer, en fait on va revenir sur les propos de votre conférence qui, comme je le disais déjà, était vraiment très intéressante. Il y a autre chose, un autre sujet que vous avez abordé très brièvement, c'était le sujet du pied nu, qui est controversé, qui est vraiment difficile, on a du mal à comprendre, il faut pas. Pourtant les lignes ont bougé. Depuis quelques années, c'est le cas dans le trot, puisque vous en parliez, il y a beaucoup de trotteurs maintenant pieds nus, c'est le cas dans le galop, je le sais, et puis dans le saut d'obstacle à haut niveau, beaucoup de très bonnes performances, Henrik von Eckermann, Julien Epaya, Victor Bettendorf, Peder Fredriksson, qui sont faites avec des chevaux pieds nus à haut niveau. Vous disiez en 2013, dans une interview, « La ferrure est indispensable en compétition pour le cheval ». Est-ce que vous avez changé d'avis ? Oui, je pense que ce que vous ressortez là, c'est une petite partie de l'interview. C'est le problème de la presse, malheureusement, c'est le problème de la presse écrite, du coup je n'ai eu qu'une petite partie. Non, bien sûr. Vous savez, moi mes chevaux sont déferrés depuis longtemps, mes propres chevaux. J'ai entraîné des trotteurs déferrés à certains temps, et je me suis aperçu que les entraîner déferés, ça avait des limites. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, d'attitude catégorique dans un sens ou dans l'autre. Et comme je l'ai dit, quand on a fait notre étude du déferrage chez le trotteur, on s'aperçoit que ça a des avantages, et en particulier la vitesse, mais que ça a des inconvénients, c'est l'usure du pied. Et on a pu mesurer cette usure de pied chez le trotteur, dans cette discipline particulière. Donc c'est toute une question de mode d'utilisation et d'abord rationnel de la situation, premièrement. Deuxièmement, il y a deux choses qui sont à introduire, c'est les variations interindividuelles, d'une part, et les disciplines d'autre part. La conformation du pied et la qualité de la corne est variable selon les chevaux. Il y a des chevaux qui tolèrent très bien d'être déferrés, qui ont une corne dure, pigmentée, qui est très résistante, et quand on la part, on a des difficultés. Et puis il y a des chevaux qui ont la corne friable, et ça c'est des variations individuelles. Donc il faut adapter aussi la situation à la qualité de la corne des chevaux. La troisième chose, c'est que les conditions d'exploitation ont changé, et la nature des pistes a terriblement évolué. Entre ce que vous évoquiez là, je ne sais plus en quelle année, et maintenant, les sables fibrés se sont développés, ce sont des sols qui sont très adaptés à toutes les disciplines, et en particulier au sport. Maintenant, comme vous savez, il y a des pistes fibrées à Deauville pour les galopeurs. Donc, ceci fait que maintenant un cheval tolère mieux l'entraînement déferré sur une piste de cette nature-là, et mieux d'être efficace en compétition. Maintenant, toutes les compétitions internationales de chevaux de sport, de CSO en particulier, se font pratiquement sur des sols fibrés. Or, ces sols fibrés, ils ont l'avantage d'être à la fois amortisseurs et d'avoir une bonne cohésion. C'est-à-dire que le cheval sur le cercle adhère bien à cause des fibres.
Ce que je disais peut-être dans ce que vous évoquez, là, c'est la compétition sur herbe. Et quand un cheval est sur herbe mouillée, déferrée, il n'est pas à l'aise. Il a du mal à prendre un virage. Donc c'est toute une question de situation. Donc vous voyez, ressortir un petit élément comme ça, c'est pas nécessairement significatif de l'ensemble. Mais oui, je pense que maintenant, les bons résultats à haut niveau sur chevaux déferrés s'expliquent non seulement parce que le cheval est plus à l'aise comme ça, mais par la nature du sol, puis comme je l'ai dit, par l'allègement de l'extrémité du cheval qui fait que sportivement, il est plus efficace. On avait eu l'occasion d'en discuter avec Peder Fredriksson, c'était à Genève l'année dernière, donc il y a plus ou moins un an, il était numéro 1 mondial, et je m'étais fait cette réflexion pendant qu'il en parlait. Il expliquait qu'il allait monter à cheval, redescendre, reparer, remonter à cheval, sentir la différence, redescendre, parer. Et je me disais, oui, mais nous, on n'est pas Peder Fredriksson, on n'a pas non plus l'expérience, le ressenti, la capacité de... Vous savez, là, moi j'aimerais bien faire des études de type carré latin, c'est-à-dire sur le cavalier en aveugle. Parce qu'il y a un effet placebo que je connais bien dans mon domaine, qui est incontestable. C'est-à-dire qu'il faudrait faire, parce que si votre cavalier fait ça, il sait qu'il a paré et qu'il n'a pas paré, mais il faudrait faire ça en aveugle. Vous comprenez ? C'est-à-dire, moi ce que j'aimerais faire comme étude, par exemple, c'est prendre 5 chevaux, un cavalier qui a l'habitude de ses chevaux, de présenter au cavalier ses chevaux ferrés, de lui faire un petit parcours, de déferrer les chevaux sans que le cavalier soit au courant qu'il est déferré, de faire réutiliser le cheval déferré et de voir si son ressenti est le même. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre approche clinique. C'est-à-dire que, vous savez, nous, quand un cheval boite, vous savez, on fait des anesthésies, on regarde si le cheval est mieux après ou avant anesthésie. Mais rien que le fait de savoir que le cheval est anesthésié, on a tendance à voir que le cheval est amélioré. Alors que si on lit en aveugle, c'est-à-dire que moi je fais des vidéos de tous mes chevaux, vous avez vu, si après avoir fait une anesthésie, on représente en aveugle le cheval avant et après, sans savoir si c'est avant ou après, on a une objectivité qui est bien supérieure sur l'évolution. Donc vous voyez, c'est pour dire que dans cette approche-là, oui, alors le cavalier monte dessus, il part un petit coup, il remonte dessus, il voit si c'est bien, etc. Les entraîneurs de trot font ça depuis des décennies, mais ça nécessiterait une approche un petit peu plus objective pour être sûr des sensations ressenties. Et finalement, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que le débat, il ne devrait pas aussi être recentré sur comment est-ce qu'on gère un cheval pieds nus ? Oui, bien sûr, parce évidemment. Que, évidemment. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des règles de parage qui doivent être adaptées au fonctionnement biologique et biomécanique du pied. Comme j'ai évoqué très rapidement, le pied, c'est un organe d'amortissement, comme le boulet, comme d'autres régions du membre. Mais l'amortissement au niveau du pied nécessite, c'est connu depuis des siècles en anatomie, nécessite un appui sur la paroi de façon à ce que la sole puisse se déformer. Et bien sûr, c'est quelque chose à maintenir. Est-ce qu'on peut parler des guêtres postérieures, puisque vous nous avez montré une vidéo tout à l'heure ? Oui, bien sûr, oui. Vous nous avez donc montré dans le cadre de votre conférence sur la biomécanique les guêtres postérieures en soulignant notamment leur effet délétère. Or, c'est un outil qui commence à être interdit par la FEI, déjà par la FFE. On l'a d'abord interdit aux amateurs, ensuite aux poneys, etc. Et maintenant qui commence à être interdit au niveau international, mais qui ne l'est pas encore totalement. En tout cas, c'est pas encore en application. On le voit encore beaucoup en piste. Est-ce que vous trouvez que ces outils-là, si vous pouviez intervenir auprès de la FEI ou s'il pouvait y avoir débat, que ces outils-là, ils devraient être interdits au nom du respect justement de cette intégrité physique du cheval ? Mais oui, mais j'ai commencé en 2014. En 2014, il y a eu à Genève une réunion de la FEI sur les boots, les guêtres postérieures, où effectivement ils m'ont demandé mon avis sur la question. Et c'est sûrement à la suite de cette réunion, auquel je n'étais pas le seul, il y avait plusieurs personnes qui y participaient, pour mener la réflexion sur les avantages et les éventuels méfaits de ces pratiques-là. Bon, je ne parlerai pas des
de l'aspect sélection, parce que c'est sûr que si un cheval a besoin de ce type de guêtre pour sauter, pour avoir un style adapté à l'obstacle, c'est sûr qu'on modifie la sélection. Mais ça, je pense qu'il y a des professionnels plus à même de juger cet aspect-là que moi. Sur le plan strictement locomoteur, comme vous l'avez vu, ça modifie la perception que le cheval a de ses membres. Et vous avez vu, mais rien que de mettre des cloches sur les antérieurs, ça entraîne des hyperflexions sur les postérieurs. Donc c'est tout le schéma corporel, comme aiment dire certaines personnes, c'est tout le schéma corporel du cheval qui est modifié par la sensation de guêtre ou de différents types d'artifices sur les membres. En matière de CSO, le problème, c'est que l'hyperflexion recherchée au-dessus de l'obstacle, l'hyperflexion des postérieurs recherchée au-dessus de l'obstacle, et ce passage de dos que les utilisateurs attendent de l'usage de guêtre, fait que le cheval monte plus haut l'arrière-main, donc redescend plus bas sur ses postérieurs. Et je pense que c'est un élément qui est prédisposant à des lésions, en particulier de suspenseur postérieur. Donc c'est plus ces éléments-là, moi, que je retiendrai si on me demande mon avis sur l'usage. Donc il y a un aspect sportif, il y a un aspect sélection, et puis il y a un aspect éventuellement pathologique. On revient peut-être sous un autre angle à la question de la performance sportive et du bien-être animal. Vous le savez, en 2019 se tenaient les assises de la filière équine, dont le sujet et le débat principal était celui du bien-être des chevaux. Et puis on a vu ces dernières années, ces derniers mois, des associations s'élever contre l'utilisation du cheval dans le cadre sportif. On parle aussi de l'interdiction des sports équestres aux Jeux Olympiques. Voilà, pour le moment, ça plane un peu au-dessus de nous et de la filière. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que vous pensez que réellement l'équitation en tant que sport est en danger au niveau des Jeux Olympiques ? Je ne sais pas si elle est en danger. C'est pas mon métier. Tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui prônent l'esclavage du cheval en tant qu'animal de sport ont tort. Le cheval est un animal qui adore le sport. Comme moi quand j'étais jeune, j'adorais, puis même maintenant. Donc le cheval est par essence un animal de sport. La nature l'a sélectionné pour aller vite, pour courir vite et pour sauter. Et l'homme n'a fait que exploiter cette aptitude naturelle du cheval. Mais si on met un cheval, pour ceux qui ont l'habitude d'entraîner des chevaux, le problème c'est que un certain nombre de personnes de cette catégorie-là ne connaissent pas les chevaux et ne se rendent pas compte qu'un cheval en exploitation est plus heureux qu'un cheval au repos. Et moi, c'est mon leitmotiv permanent. Un cheval, c'est fait pour bouger. Initialement, c'était pour bouger sur de grands espaces. Maintenant, c'est bien que le pire pour un cheval, c'est de rester au repos, au box. Et là, je n'arrête pas de faire de la formation auprès des vétérinaires pour dire que le repos, c'est pas le box. Le repos, ça peut être le pas. Un cheval, quand il est au pas, il est au repos. Parce qu'au pas, les contraintes sur les membres sont de l'ordre de 200 kg. Je suis en train de donner des éléments techniques, mais ça donne des idées. Alors que quand il est au galop, c'est de 800 kg. Donc on comprenait de charge sur un pied, par exemple. Donc quand un cheval est au pas avec 4 fois moins de contraintes articulaires, il est au repos par rapport à des lésions qui ont été générées par un exercice sportif. Donc le repos est délétère pour le cheval, à tous les niveaux, du point de vue de sa vascularisation, du point de vue de son physique, du point de vue de son mental. Donc un cheval a besoin de mouvement. Et l'homme ne fait que exploiter l'aptitude et la volonté et le désir du cheval d'être en mouvement. Maintenant, évidemment, il faut que tous ces aspects-là soient effectués en bonne connaissance de cause et d'une façon éthique vis-à-vis du bien-être animal. Mais quand un cheval est entraîné et quand le lendemain d'un entraînement, il est toujours aussi volontaire pour répéter la même chose, c'est manifestement qu'on lui a pas ni atteint le physique ni atteint le mental. Donc, mais c'est sûr que des personnes qui connaissent pas l'animal en lui-même, vu de l'extérieur, ça peut paraître de l'exploitation. Maintenant, j'ai démontré au cours de ma conférence des modalités d'exploitation du cheval en compétition qui sont complètement répréhensibles. Et donc je pense qu'on a aussi à faire du ménage chez les entraîneurs, chez les cavaliers, chez les vétérinaires, pour exploiter les chevaux de la façon la plus éthique possible.
Vous mentionniez aussi pendant la conférence des modes d'hébergement, le box, des chevaux qui ne sortent pas ou qui ont des fenêtres qui sont fermées la nuit, qui sont fermées une bonne partie de la journée pour les laisser au frais, mais du coup qui se retrouvent dans le noir, la climatisation et puis les systèmes d'entraînement sous la contrainte. Est-ce que c'est sur ces facteurs-là qu'il faut essayer de jouer justement pour montrer que l'équitation est favorable, pour montrer que les chevaux sont bien traités et qu'on peut les lier au sport? Est-ce que c'est notamment par exemple sur l'hébergement qu'il va falloir investir du temps pour modifier les structures? Oui, maintenant, ce que j'ai montré, c'était, comme je voyage beaucoup... c'était pas en France. Voilà, c'était pas en France, c'était des pratiques que je n'ai pas vues dans les pays européens ou en France, mais c'est sûr que c'est un problème qui devrait être envisagé à l'échelle mondiale, parce que des équidés, il y en a partout. Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique du Sud. J'ai des photos, j'ai des documents qui sont parfois surprenants. Maintenant, si on revient à nos pays européens ou nord-américains, c'est sûr que les modes d'hébergement pourrait être amélioré, mais maintenant il faut bien prendre en considération la capacité de le faire. C'est certain qu'en région parisienne, un cheval a moins d'espace qu'en Normandie, donc il y a des choses à adapter. La situation idéale pour un cheval, le minimum idéal, c'est d'avoir un box ouvert sur un petit paddock. De façon à ce que ça, ce serait l'idéal. C'est pas toujours possible, mais c'est clair que si un cheval a un box avec une ouverture permanente à l'extérieur, il peut prendre l'air frais, il peut prendre le soleil, parce qu'il faut parfois un déficit de soleil, donc c'est beaucoup plus favorable à son entretien et à son mental. Vous avez dit quelque chose juste avant, dans la réponse juste avant, qu'il fallait aussi faire le ménage côté vétérinaire. Vous avez dit au cours de la conférence que le meilleur traitement préventif, c'était un entraînement adapté, que parfois les vétérinaires se laissaient aller aussi à certaines infiltrations de prévention. Est-ce que vous remettez parfois en doute l'éthique vétérinaire ? Le problème est plus complexe que ça, c'est-à-dire que il y a tout un environnement qui fait que il y a une demande qui est exprimée par les entraîneurs, par l'utilisateur, et pour un vétérinaire qui suit certaines écuries, c'est parfois difficile de répondre négativement à la demande. Donc c'est tout un système qu'il faut faire évoluer. Et ce système ne peut évoluer que par la formation. C'est-à-dire qu'il faut former les cavaliers, leur expliquer que la solution, ce n'est pas les infiltrations, mais qu'au contraire, un exercice adapté et puis un entraînement différent peut avoir le même résultat et éventuellement un résultat supérieur. Ça fera évoluer la demande et ça fera évoluer aussi les pratiques vétérinaires. Et j'ai régulièrement la même approche pour mes confrères vétérinaires. Maintenant, je fais des cours. Une de mes conférences favorites, c'est comment traiter les chevaux sans aiguille et sans chirurgie. C'est-à-dire que pour montrer aux vétérinaires qu'il y a une façon de gérer les chevaux qui ne nécessite pas le recours aux infiltrations. Et que la meilleure façon de gérer les chevaux, c'est premièrement de faire un bon examen clinique. Vous comprenez ? Parce que parfois, je ne parle pas de la France, parce que comme je fais pas mal de conférences en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les pays européens, je vois bien comment ça se passe. Souvent, l'examen clinique est très limité. Et donc, un vétérinaire va se contenter de savoir, et je ne parle pas encore une fois des pays qu'on connaît, contenter de savoir si le cheval est sensible à la flexion du boulet. Le cavalier va lui demander d'infiltrer le boulet, il va infiltrer le boulet, mais ce n'est pas ça la gestion sportive des chevaux. La gestion sportive des chevaux, c'est premièrement un examen clinique très approfondi. Et l'examen clinique, c'est ce que j'explique dans ces cours, comment soigner sans aiguille et sans chirurgie. J'explique que l'examen clinique permet d'identifier les situations qui sont les plus confortables pour le cheval et d'identifier les situations où le cheval n'est pas confortable. Et que toute la philosophie de l'entraînement et de la préparation d'un cheval consiste à le mettre dans les situations où il est le mieux. C'est-à-dire que concrètement, si on a un cheval qu'on ne sent pas très à l'aise quand il tourne à main droite, on va pas trop forcer cette situation-là à l'entraînement. On va la réserver pour les situations de compétition et qu'on va travailler la condition physique dans toutes les situations où il est le plus à l'aise et le plus confortable. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut améliorer les chevaux, traiter des chevaux, même avec des problèmes, alors que
le recours aux infiltrations demandé par l'entraîneur, le cavalier et effectué par le vétérinaire, parce que tout le monde est responsable dans cette approche-là. Le recours aux infiltrations présente des risques, ne va pas nécessairement résoudre le problème sportif et présente des risques pour l'articulation en question, parce que quand on a traité une articulation et que le cheval semble améliorer, je ne vous parle pas de l'effet placebo qui peut conduire le cavalier à considérer que le cheval est amélioré, parce que ça c'est quelque chose d'intéressant. Mais si on a considéré que le cheval s'est amélioré avec cette infiltration, on va être enclin à la recommencer. Et à la fin, c'est sûr qu'on fait prendre des risques pour le cartilage articulaire et l'articulation. On se rapproche de la fin de l'interview. On a beaucoup parlé de performance et on a beaucoup parlé de bien-être physique du cheval. Et justement, entre confort du cheval, respect de son intégrité physique d'une part, et de l'autre côté, l'optimisation de ses performances sportives, où est-ce que vous placez-vous le curseur du métier de vétérinaire ? Est-ce que l'origine du métier de vétérinaire, c'est vraiment de s'assurer que le cheval va bien, n'a pas de douleur et d'être là pour son confort physique ? Et dans quelle mesure le vétérinaire va aussi intervenir pour améliorer ses performances sportives ? Le but du vétérinaire n'est pas d'améliorer les performances sportives du cheval. Le but du vétérinaire, c'est à l'entraîneur d'améliorer les performances sportives du cheval. Le but du vétérinaire, c'est d'identifier des facteurs qui pourraient nuire à la performance. Ça, c'est un autre métier. Améliorer les performances, c'est le métier de l'entraîneur. Par contre, le vétérinaire doit surveiller que le cheval, à l'entraînement, reste sain et apte à faire le niveau de compétition escompté par l'entraîneur. C'est ça le but du vétérinaire. Et dans ce cadre-là, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est le suivi quasiment au quotidien du cheval, voir comment le cheval spontanément évolue d'un jour à l'autre. C'est difficile parce qu'un vétérinaire ne peut pas passer toutes ses journées auprès de tous ses chevaux, mais d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, voir comment un cheval évolue, même avec sa pathologie et même sans traitement. Parce qu'on s'aperçoit qu'un cheval qui a une lésion tendineuse, une arthropathie, il va avoir des hauts et des bas. Et il y a des phases où le cheval est complètement asymptomatique. Et justement, quand le cheval est asymptomatique, il faut profiter de ces périodes-là pour optimiser l'entraînement. Quand on ressent une gêne, il faut diminuer l'entraînement, identifier dans quelles circonstances la gêne apparaît et retirer de l'entraînement ces situations-là, tout en maintenant les autres dans lesquelles le cheval est confortable. Et c'est vraiment le plus intéressant. Le suivi le plus intéressant, contrôler que la mollette articulaire du boulet n'augmente pas après un travail sur tel type de sol, contrôler que le tendon ne devient pas chaud après une certaine intensité de travail, c'est vraiment le plus intéressant, c'est le plus passionnant. C'est beaucoup plus passionnant que d'infiltrer une articulation. Et je conçois le métier de vétérinaire comme un métier de surveillance de la tolérance des lésions, de façon à optimiser l'utilisation du cheval et l'amener avec ces lésions au plus haut niveau, parce que tous les chevaux ont des lésions. Ils ont tous des lésions. Il n'y a aucun cheval qui est sain, il n'y a aucun cheval qui est parfaitement symétrique, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de surveiller que cette asymétrie naturelle du cheval ne va pas s'aggraver si elle est une cause pathologique, et que les différentes lésions vont être parfaitement tolérées malgré l'augmentation du niveau d'exploitation. Mais c'est vraiment passionnant, c'est vraiment plus intéressant. J'ai une toute dernière question à vous poser, peut-être qu'on aurait dû poser un peu plus tôt dans l'interview, mais je crois savoir que vous drivez aussi des chevaux de course pour mieux détecter forcément des lésions, des boiteries, etc. On avait déjà reçu le docteur Thierry Grisard dans notre podcast qui nous avait expliqué que lui aussi, il lui arrivait encore de temps en temps de monter à cheval pour sans doute contrer l'effet placebo du cavalier, que le cavalier peut ressentir. Est-ce que c'est un moyen inévitable et fondamental et essentiel pour vous vous rendre compte d'une lésion ou d'une asymétrie d'un cheval ? Oui. Oui. D'abord, ça m'a donné l'occasion de driver des chevaux de très haut niveau, des chevaux de prix d'Amérique. Donc, c'est sûr, c'est un plaisir absolu. Donc, je le fais d'abord pour le plaisir. Vous avez bien raison. Ensuite, je pense que c'est indispensable. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé en Normandie,
d'avoir un entraîneur, monsieur Jean-Pierre Viel, qui m'a dit « Venez driver à la maison parce qu'il faut que vous appreniez à faire ça ». Bon, donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Et puis j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Parce que c'est passionnant de driver les chevaux. Et c'est passionnant parce que tous les chevaux, comme je disais dans ma conférence, tous les chevaux sont différents. C'est-à-dire que moi, j'ai horreur de la généralisation. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime chez mes patients, chez chaque cheval, c'est la particularité individuelle. Et je prends chaque cheval avec toutes ses qualités, ses défauts de conformation, de locomotion. Et pour moi, c'est la seule approche. Il n'y a pas d'autre approche. C'est-à-dire que quand on se dit il y a 95% des chevaux avec ce type de lésion-là qui vont être capables d'aller en compétition, pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si ce cheval-là, avec ces défauts-là, il va être dans les 95% ou dans les 5% qui ne vont pas aller, vous comprenez ? Et ça, on ne peut le faire que si on a la conscience que chaque individu est unique. Et c'est le cas chez les chevaux, c'est le cas chez les humains, c'est le cas chez les chevaux. Et c'est ça qui rend le métier passionnant, et c'est pour ça qu'on ne s'en lasse pas, parce que chaque nouveau cas est un cas différent, et chaque cheval va vous apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que je continue. Moi, c'est parce que je continue d'apprendre tous les jours avec chaque cheval. À la fin de l'examen de chaque cheval, je me demande ce que ce cheval-là en particulier m'a appris que je ne savais pas. Et pourtant, j'en ai vu passer quelques milliers. Mais ce qui est intéressant, c'est que même deux chevaux avec la même pathologie, par exemple une maladie naviculaire, ils vont l'exprimer différemment. Et comme ils l'expriment différemment, la gestion de ces deux chevaux-là va être différente. Et c'est ça qui est passionnant. Je pense que c'est un très bon mot pour clore cet épisode. Merci beaucoup, Dr Denoy, pour votre passion et pour toutes ces réponses à nos questions. Merci, c'était un plaisir.